Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Echo 237. Merci de rester connectés. Nous saluons au passage tous les inconditionnels de cette émission. Nous sommes à Yaoundé pour la suite de notre périple dans la capitale politique du Cameroun et nous avons l'honneur ce jour dans cette autre sortie de votre émission Parole d'homme d'accueillir une personnalité très importante justement de la scène politique camerounaise. Aujourd'hui suscite de vives tensions au sein du MRC depuis le bras de fer qu'il a engagé, le bras de fer politico-judiciaire qu'il a engagé contre la direction de ce parti-là, qu'il a sanctionné. Vous comprenez de qui il s'agit, pardon. Il s'agit de Willy Mengue, qui est notre invité. Bonjour, monsieur Willy Mengue. Bonjour, monsieur Kouyaté. Bonjour également à tous ceux qui devront être scotchés au moment de la diffusion de cet important entretien. Nous parlons également avec vous justement de de ce différend entre le maire de la ville de Yaoundé et le sous-préfet de Yaoundé 2e concernant la construction d'un hangar du côté du marché Mokolo. Ça suscite énormément de polémiques. On reviendra également sur d'autres actualités, notamment les images obscènes de plus en plus diffusées sur les réseaux sociaux qui également attirent l'attention des autorités et de l'opinion publique. Mesdames, Messieurs, merci de rester connectés chez Echo 237. Installez-vous confortablement. On revient juste derrière avec notre invité. À tout à l'heure. Retour donc sur ce plateau avec notre invité, monsieur Willy Mengue. C'est un honneur, une fois de plus, de vous avoir en face. Vous êtes, je vais dire, l'un des militants. Vous êtes ex ou toujours militant du MRC? C'est vrai que vous avez été sanctionné par la direction de ce parti. C'est une question à laquelle je devrais peut-être me répéter en formulant une réponse, mais là de manière laconique. Il faut déjà comprendre que dans la démarche de cette pseudo-exclusion, il faut interroger les circonstances, puisque la pseudo-exclusion intervient dans l'encours d'une action judiciaire régulièrement introduite au sein du tribunal d'Econo contre justement les instances de fait qui ont formulé cette pseudo-exclusion, ce qui cause déjà même un problème de procédé. Parce que vous savez très bien qu'en droit processuel, la qualité s'apprécie au moment où, n'est-ce pas, l'instance judiciaire est saisie. Donc, on a bien compris que l'intention de cette pseudo-exclusion formulée par les dirigeants de fait de cette formation politique visait ou vise à me défaire de ma qualité à saisir la justice. Malheureusement, ça ne peut pas être interprété comme ça par devant monsieur le juge, qui a d'ailleurs demandé la production des pièces conséquentes que nous avons produites. Cela veut dire que, en fait, l'exclusion, comme vous l'avez tous aussi appris, est rendue publique le 8 juin. Le 8 juin, c'était justement à la veille de l'audience première de cette procédure judiciaire. Et le 8 juillet, c'était justement aussi au lendemain de la signation des instances de fait du parti. Ça veut dire, les instances de fait du parti sont saisies le 7 juin à travers un huissier, une assignation. Et c'est le 8 juillet que soudainement dans les réseaux sociaux, à travers une page Facebook, que l'opinion est informée que je suis exclu, entre parenthèses, du parti. Ça, vous devez vous poser la question. Et je dis donc que ça reste une exclusion, elle est fictive, elle est factice, elle est querellable du point de vue même de la procédure interne de nos statuts et du point de vue du droit dans l'ensemble. Et on comprend pourquoi ils ont voulu cela, ils ont voulu que je paraisse comme un exclu. C'est pour cela que, du point de vue du droit, je revendique mon appartenance au mouvement pour l'instant du Cameroun et vivement que la justice prenne de corps ces mouvements de circonstances, cette exclusion de circonstances, cette exclusion factice qui est intervenue dans l'encours d'une procédure judiciaire. Donc, Willy Mengue reste et demeure
militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, jusqu'à ce que la justice se prononce sur cette question globalement. Voilà, vous reprochez quoi concrètement aux dirigeants de ce parti, notamment le professeur Maurice Kamto? D'ailleurs, dans vos différentes revendications, vous laissez entendre que la vidéoconférence qui a permis justement son retour comme président à la tête de ce parti s'est faite dans le non-respect justement des textes de votre parti. Est-ce véritablement le cas, puisque vous êtes peu nombreux, ces militants, aujourd'hui considérés comme des dissidents, justement? Oui, je crois que c'est vrai. Nous sommes dans l'environnement d'un procès et ça fait partie des motivations pour lesquelles, parce que votre question consiste à savoir quelles sont les motivations pour lesquelles je m'inscris. Nous nous inscrivons en dissident. Nous avons introduit la requête. Il faut comprendre que, objectivement, le retour du professeur Maurice Kamto à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun en qualité de président national est fondamentalement irrégulier. C'est un retour irrégulier. Comment vous justifiez ça? C'est un retour illégal. Nous pouvons déjà le justifier à la lecture des statuts et à la lecture du règlement intérieur du parti. Je serai bref, puisque nous en avons déjà tellement parlé, mais il faut répéter. Et donc, il faut répéter pour que les uns et les autres s'imprègnent objectivement de la causabilité pour laquelle nous nous inscrivons aujourd'hui en faux contre le retour du professeur Maurice Kamto à la tête du parti. Le règlement intérieur est clair. L'article 68 du règlement intérieur est clair. Et c'est d'ailleurs le seul article dans l'ensemble des statuts du parti, des textes du parti, qui convoque la question de la diligence de la démission du président national. Il n'y a pas d'alternative. Alors, l'article 68 est mis en avant. Dès que le président national démissionne du parti, il revient au directoire national, et rien qu'au directoire national, sans alternative aucune, de prendre le relais, disposant là d'un mandat clair. En termes de temps, c'est 60 jours impératifs à compter de la date de démission. Et le mandat donne des tâches particulières, dont des actes que le directoire national doit poser. Le premier acte, c'est la constatation de la démission, qui fait office de vacance de ce poste. La constatation de la démission doit intervenir 30 jours au plus tard après l'annonce de la démission. Ça a été fait? Cela a été fait. Ça veut dire que le directoire s'est réuni justement dans les délais pour constater la démission du président national. Et une résolution a été prise et rendue publique. Alors, il restait donc 2 actes dans l'intervalle de 60 jours impératifs recommandés par l'article 68. Le deuxième acte, c'était quoi? C'était de convoquer la convention nationale. Parce qu'il n'y a que la convention nationale qui a pour vocation d'élire le président national. L'article 21, l'article 17, alinéa B de nos statuts. C'est la convention qui a vocation, qui a la compétence d'élire le président national. Au scrutin des listes. Oui, mais ce qui a été convoqué du côté d'Odja, interdit par le sous-préfet, c'était... On y arrive. Restons d'abord dans le cadre de l'article 68. Justement. Le troisième acte donc, c'était lequel pour le directeur national? C'était justement d'organiser cette convention. Tout à fait. Pour élire le président national au scrutin des listes, parce qu'il est élu avec ses 4 vice-présidents, avec le secrétaire général, avec le trésorier national. Voilà la liste du présidium qui devait être pourvu régulièrement par la convention dans les délais impératifs de 60 jours, partant du 25 juin 2025 ou tout au moins partant du 19 juillet 2025. Vous savez très bien que c'est le 19 juillet que le professeur Maurice Kamto solennellement annonce sa démission. Tout à fait. Qu'il a démissionné le 25 et qu'il a adhéré et qu'il a adhéré au MACDEM le 27 juin 2025. Alors, nous avons constaté malheureusement que
les délais de 60 jours ont été écoulés sans que l'acte de convocation de la convention et que l'acte de tenue de la convention ne soit acté, ne soit posé. Donc, au-delà de ce délai du 25, de 60 jours, ce n'est plus valable. Ce n'est plus valable. Plus en décembre qu'il a réintégré, justement. Voilà, automatiquement, au courant de septembre 2025, notamment à partir du 25 septembre 2025, toutes les instances du parti sont tombées dans la caducité parce que les instances du parti trouvent leur autorité sur le président national. Parce que le parti est structuré de manière verticale. C'est le président national qui peut convoquer la convention. C'est le président national qui peut convoquer le conseil national. C'est le président national qui nomme le directoire. C'est le président national qui nomme les membres du comité national de médiation et d'arbitrage ainsi que les membres du comité de sages. Vous voyez que dès lors qu'il n'y a plus le président national, reconduit, pourvu régulièrement, selon l'article 68, les instances tombent dans la caducité. C'est pour cela que, en convoquant cette convention qui devait se tenir le 27 novembre 2025 et qui a été interdite par le sous-préfet de Yaoundé 4, les motivations d'interdiction se retrouvent justement dans l'extra legem qui a été constaté au-delà du 25 septembre. Ça veut dire que vous avez saisi les autorités bien avant? Juste attendu. Bien entendu. Lorsque nous avons déjà été informés qu'une convention doit avoir lieu le 27, nous sommes allés voir le sous-préfet. Mais devant, c'était le docteur Okala Ebodé. C'est lui qui pas saisi, mais sur notre motivation. Donc là, il faut faire un blocus total, puisqu'il y a une irrégularité flagrante. Vous voyez donc, ils ont contourné l'interdiction de la convention du 27 novembre. Ils contournent pour tenir une convention extraordinaire par visioconférence le 21 décembre. Bon, on va pas s'éterniser justement sur cette actualité-là. C'est vrai que ça suscite énormément d'action. Nous l'avons dit au sein de votre parti, mais il y a certains de vos camarades du parti qui estiment que vous avez une dent particulière contre Maurice Kamto à la tête de ce parti, parce que, disait-il, d'après les informations que nous avons eues auprès de vos camarades, ils disent que dans l'unanimité, ils souhaitent que le professeur soit toujours à la tête. Même si vous estimez que ça se fait dans le non-respect des lois, qui encadrent votre parti. Vous voyez, ce n'est pas la clameur populaire qui justifie la légalité. La légalité, c'est le respect des tests. J'aurais bien voulu que le professeur Maurice Kamto revienne à la tête du parti, mais en conformité avec les tests et en conformité avec la législation nationale. Vous ne pouvez pas pourvoir un président national dans un conclave, dans une convention dite extraordinaire qui ne cadre ni avec le règlement intérieur, ni avec la législation nationale, c'est-à-dire la loi de 1990 qui organise les partis politiques. Elle a été littéralement violée. Vous ne pouvez pas organiser une convention sous le format que la loi ne reconnaît pas. Vous ne pouvez pas organiser une convention sans requérir à une information à l'autorité administrative. C'est ça qu'on appelle les réunions publiques. La convention fait partie de la réunion publique. Et la réunion publique est définie par la loi de 1990, notamment l'article 12 de la loi 90/056 du 19 décembre 1990. L'article 2 et 3 sont également actifs sur les modalités qui régissent, n'est-ce pas, les activités d'une formation politique en termes de réunions publiques. Tous ces articles ont été littéralement violés. Or, il était question de pourvoir un président national de parti politique. Vous voyez qu'en ce moment-là, les activités du 21 décembre sont entrées ont poussé le MSC à entrer dans la clandestinité. Donc, il n'est pas question d'avoir une haine particulière envers le professeur Maurice Kamto. Est-ce que vous êtes manipulé? C'est aussi la question. Non, la manipulation n'est pas là. Est-ce qu'il n'y a pas les gens peut-être tapis dans l'ombre qui vous manipulent? La motivation, c'est le respect des tests. Vous voyez? L'unique motivation qui motive les uns et les autres qui sont inscrits en faux contre ce qui se passe dans le parti, c'est le respect des tests. C'est de ça notre orientation, ou bien notre manipulation. Mais vous avez toujours été un militant très engagé au sein du MRC, très bon communicant. Vos différentes analyses sur les plateaux étaient très appréciées. Mais subitement, les gens ne comprennent pas comment vous devenez plutôt l'un des
des opposants farouches. Il n'y a pas de soudaineté dans la démarche, Oui. vous voyez. Willy Menga a toujours été ce qu'il est. Mais sachant que nous sommes conformes, sachant que le MRC est un parti légaliste, sachant que les activités MRC doivent être encadrées par le règlement intérieur et les statuts, sachant que le président du MRC est légaliste, ce sont autant de motivations. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a eu vos anciens militants, Maître Michel Ndouké, par exemple, qui a été exclu. Elle s'était aussi plainte qu'il y avait non-respect, qu'on avait violé certaines règles, certaines tests en fait du parti. Mais vous étiez dans le parti, vous n'avez pas vu cela? Bien sûr, lorsque le cas de Michel Ndouké, lorsqu'elle est exclue, bon, elle a préféré se taire pour ne pas défendre sa cause. Vous voyez? Mais vous étiez au courant? Mais bien qu'on entendu, avait violé certaines... Bien entendu. Mais vous n'avez rien fait à l'époque. Bien entendu, on est resté. Quand on vote l'exclusion de Michel Ndouké, j'étais présent à cette séance-là. C'était au cours d'une réunion du directeur national. Il fallait même à la limite voter. Il y en a qui ont voté, d'autres sont abstenus, ainsi de suite. Bon, nous, on s'est retenu en disant comme voilà, ce qu'on vraiment l'exclut, alors que ce qu'elle dit est fondé. On a vraiment, il faut s'excuser là-dessus, hein, parce que on était en même de contester. Mais nous nous sommes repliés, on a fermé la bouche. Elle avait raison. Michel Ndouké avait la raison, littéralement, puisqu'elle a exclu, juste parce qu'elle voulait challenger à la Convention 2023. C'est dans l'environnement des préparatifs de cette convention qu'elle est exclue. Elle voulait challenger. Et Maurice Kamto n'était pas d'accord d'avoir un challenge, surtout venant du côté de Michel Ndouké. Donc, nous sommes tués alors qu'il y avait vraiment, il y avait parjure en dessus. Elle avait raison de se plaindre. Le MRC affûte ses armes pour les élections municipales et législatives à venir. Vous avez dit sur un plateau d'une chaîne concurrente que vous êtes prêt à mettre votre main au feu, que les listes du MRC signées par le professeur Maurice Kamto ne passeront pas. Sur le point de vue du droit, bien entendu, nous sommes légalistes. Ce que j'appelle MRC originel, ce sont justement les légalistes. Ceux qui voudraient que le parti rime avec la loi, avec ses règlements, son règlement intérieur, avec ses statuts et avec la législation nationale. Donc, le MRC originel, c'est les légalistes. En face, on a des gens qui sont dans la clandestinité. On ne peut pas, du point de vue de la loi, aujourd'hui, faire passer les investitures du parti. C'est pour cela que nous avons sollicité la puissance publique régulatrice, qui est la justice. C'est la justice qui régule. Vous voyez? Elle a la capacité de réguler lorsqu'il y a des défaillances flagrantes, telles que nous sommes en train d'observer. C'est pour cela que nous voulons que la justice se prononce et nous sollicitons auprès d'elle un administrateur ad hoc judiciaire, justement, lequel viendra conformer le parti, afin que si jamais, aujourd'hui, il y a convocation du corps électoral, le parti participe aux élections avec sérénité et de manière conforme. Vous savez les épisodes le choc que les militants du MRC, et pas que le peuple du changement a vécu dans l'environnement des élections présidentielles 2025, avec l'élimination du candidat, bon, du Manidem, entre autres du MRC. Vous voyez, on ne voudrait plus vivre ce choc-là. Il faut bien comprendre, nous avons une posture préventive. Willy Menga et les autres aujourd'hui ont une posture préventive. Il faut que nous époussetions notre véranda. Il faut que nous donnions la garantie au parti d'être conforme, d'être républicain. Il faut un parti, le MC doit être républicain parce qu'il est dans la clandestinité pour ne plus vivre les douleurs que nous avons vécues lors des élections présidentielles de 2025. Et pour être républicain, il faut respecter dans les textes. Il faut respecter les textes. D'abord, nos propres textes et la législation nationale. On ne peut pas pouvoir un président national dans une convention qui ne respecte pas la loi qui régit l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Le MS est un parti politique légalisé. Il faut qu'il soit conforme à la loi. Et il y a une seule loi. C'est celle de 90. Il n'y a pas une autre. Et on ne peut pas la contourner. C'est vrai que certains de vos camarades vont vous dire que c'est pas l'autorité qui viendra dire ce que le MRC doit faire au sein justement de son association. On a vu d'autres partis aussi, il y a des autres, mais la loi, je veux dire, les autorités ne s'ingèrent pas.
Non. Donc on parle d'ingérence. Il n'y a pas question d'ingérence. Regardez bien l'article 2 de la loi de 90. L'article 2 dit que les partis politiques légalisés s'auto-administrent, c'est-à-dire l'auto-administration, mais dans le cadre de la Constitution et de la présente loi. Laquelle présente loi n'est que la loi de 90. Ça veut dire que l'auto-administration ou la liberté d'administrer, l'autonomie d'administration des partis politiques n'est pas évasive, c'est pas une autonomie évasive ou anarchique. C'est une autonomie d'administration qui est encadrée par la Constitution et encadrée par la loi de 90. Il y a un canevas. Lequel canevas que le parti n'a pas respecté. Vous voyez? Il faut donc permettre au parti d'être déconnecté de cette clandestinité pour qu'il ait les chances. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une arène politique. C'est un pugilat. Les coups sont violents. Vous comprenez? Les coups sont violents en face parce qu'en face, nos challengers ne vont pas nous laisser patte blanche. Ils ne vont pas nous laisser, c'est-à-dire, c'est pas nos beaux yeux. Ils ne peuvent pas se permettre, quand ils vont voir que non, voilà des éléments sur lesquels ils peuvent s'appesantir du point de vue du droit, automatiquement nous serons frappés avec rigueur. C'est pour cela que je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans le même ridicule, dans la même désolation. Il faut garantir la carrière politique des militants. On ne peut pas garantir la prospérité d'une formation politique sans avoir à concourir au suffrage universel. On ne peut pas garantir, proposer les piliers du changement sans être présent dans les institutions. Or, qu'est-ce qui amène les formations politiques dans les institutions? C'est le suffrage universel. C'est participer aux élections. Il faut donc, je l'ai dit, épousseter l'environnement du parti pour qu'il soit conforme, afin que ses chances de participer aux élections soient garanties. C'est notre démarche. Et nous, les Camerounais du changement, les sympathisants et militants du MRC devraient comprendre que c'est une démarche, c'est une démarche légitime. C'est une démarche qui vient sauver. Elle est préventive et doit nous épargner des éléments, des moments que nous ne voudrons plus revivre. Voilà. Comment Willy Mengue entrevoit-il son avenir politique si jamais la justice ne vous donne pas gain de cause, voilà, ne rétablit pas le parti dans le respect de ses statuts, de ses textes? Vous entrevoyez votre avenir politique comment? Vous devez rester au sein du parti puisque vous avez été exclu en réalité par l'autre MRC. Donc vous dites MRC in vitro. Est-ce que vous comptez être candidat aux élections à venir municipales législatives? Bien entendu, vous voyez, s'il y a toute cette bataille, je vous ai fait comprendre que les acteurs politiques ne sont pas ceux qui doivent rester éternellement dans les gradins. Le football politique se pratique sur le terrain politique et non dans les gradins. Et nous voulons participer aux élections. Willy Mengue voudrait participer aux élections locales à venir. Sur le compte de quelle localité? Je voudrais participer aux élections dans le compte du MRC. C'est pour cela que nous voulons absolument que nous soyons conformes. Vous visez quoi? Vous visez quel poste? Député, maire? L'issue de ce procès, vous voyez, l'issue de ce procès va déterminer exactement quel est l'élément le plus flatteur pour moi. Est-ce la députation? Est-ce les mairies? Vous comprenez? Ça, c'est l'issue. Il faut dire que nous ayons cette issue-là. Et si à l'issue, justement, du procès, c'est le professeur Maurice Kamto qui est reconnu comme président légal. Alors, vous ferez quoi? Vous voyez, si la justice reconnaît, va devoir reconnaître le professeur Maurice Kamto comme étant régulièrement promu à la tête du parti à l'issue de tous ces bricolages juridiques que nous dénonçons. Mais moi, je resterai militant du parti. Ah bon? Je resterai militant du parti. Ils vont vous rétablir puisque pour l'essayer, ils vous ont exclu. Non, la justice tient compte du fait que c'est pas une exclusion fondée, vous comprenez? Parce que là, nous sommes c'est une exclusion querellable. Alors, dit, le parachèvement du procès tiendra compte de cet élément d'exclusion factice. Et vous pensez quel aura le regard qu'ils auront vis-à-vis de vous une fois que, si jamais la justice donne raison plutôt à l'autre cas? Non. Vous comprenez que, nous sommes dans un débat qui n'est pas un débat de rancune, des personnes, si vous permettez, qui auraient cru que Macky Sall et Diomaye Faye pourraient s'embrasser. Vous avez vu l'autre jour, justement, Macky Sall en quête de soutien pour sa candidature aux Nations Unies s'est ramité
avec le président Diomaye Faye. Qui était son bourreau hier. Qui était son bourreau hier. Hein? Diomaye Faye qui a passé qui est allé en prison. Hein? Vous voyez? C'est pour dire que il faut toujours laisser ce qu'on appelle la fenêtre de Vorton. Ça veut dire des pistes de sortie. Je ne suis pas en bataille de personne. Nous bataillons pour les tests. Si donc, à l'issue de la procédure, le professeur Maurice Kamto est rétabli régulièrement par la justice, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il me garderait rancune. Il devrait avoir de la hauteur. Nous allons nous ramiter et dire que bon, d'accord, vous avez été rétabli. Continuons donc dans le parti et nous tous sortirons à Gaillardi. C'est aussi la même chose. Si jamais la justice donne raison aux contestataires que nous sommes, je ne vois pas pourquoi Monsieur Maurice Kamto ne pourrait pas candidater. Parce que à la sortie au terme de la procédure, si c'est nous qui avons raison, il y aura une convention convoquée par l'administrateur judiciaire régulièrement. Alors, et Maurice Kamto pourra bien sûr, il pourra candidater parce qu'à ce moment-là, c'est la justice qui va devoir blanchir. Justement. Hein? Rien n'exclut qu'il soit candidaté pour être pourvu régulièrement. Parce que là, le problème, il faut qu'il soit pourvu régulièrement. Si jamais vous quittez le MRC aujourd'hui, quel est le parti au sein duquel vous allez militer? Il faut déjà que les conditions de mon départ soient réunies avant donc de voir dans quel parti je pourrais déposer mes valises. Vous voyez? Et moi, je reste confiant à la requête que nous avons introduite. Je reste confiant que l'autorité publique elle-même ne devrait pas se contredire demain après demain que non, voilà, nous avons pris la responsabilité, nous avons été soumis à l'obligation, à la responsabilité d'intervenir et que nous avons aussi cette responsabilité de pouvoir accompagner les partis politiques si jamais il y a des problèmes. Donc, je reste confiant à la démarche. Je sais que l'issue sera favorable à ceux qui contestent le retour irrégulier du président Maurice Kamto à la tête du parti. Et c'est une démarche qui n'affecte en rien la qualité de militant du professeur Maurice Kamto. Parce que pour dire, quel que soit le cas, il est militant du MRC. Ce que nous contestons, c'est les conditions dans lesquelles il a été catapulté, le catapultage à la tête du parti. Donc, la justice pourra blanchir tout cela et on va se regarder et dire, bon voilà. On comprend donc vous êtes légaliste en tout cas. Bien entendu. Maintenant, on va clore le chapitre justement du MRC en parlant d'autre chose. C'est vrai que ces dernières années, on a dit ces derniers mois, on vous a beaucoup plus connu sur les plateaux de télévision comme militant du MRC, mais en réalité, pour ceux de nos téléspectateurs qui vous regardent, quelles sont les autres casquettes de Willy Mengue? Est-ce que vous pouvez vous présenter sur d'autres casquettes aux téléspectateurs qui vous regardent? Je me suis régulièrement réservé de présenter l'entièreté de mon identité au public. Il est bien vrai qu'avec le temps, j'en serai contraint. Ils sont nombreux, ils me connaissent. Hein. Je suis là. Moi, je fais dans l'agriculture. Je suis un seigneur de la terre. Moi, j'aime les champs. Hein. Je pratique les champs parce que la terre est un facteur de multiplication. La terre multiplie. Je pratique les champs. Je fais un peu de banane plantain. Je fais un peu de maïs. Il faut produire, il faut écouler. Et voilà, l'agriculture. Moi, je pense que c'est un levier sur lequel le développement ou la croissance du Cameroun devait beaucoup plus miser. Et quand j'ai commencé à le faire, je le fais aussi pour montrer l'exemple à plusieurs de nos jeunes qui, à un moment donné, ont préféré peut-être courir le risque de traverser la Méditerranée, alors qu'on pouvait peut-être être outillé, doté d'un peu de capital. On peut acquérir des parcelles de forêt dans des bassins de production. On peut faire, pour pratiquer l'agriculture, il y a plusieurs domaines qu'on peut prospérer là-dessus. Et puis, ça peut nourrir son homme. Donc, voilà aussi un côté de Willy Mengue que le grand public devrait connaître. Donc, Willy Mengue n'aime pas la facilité. En fait, la culture de l'effort est la bienvenue pour ceux qui veulent prospérer à long terme. Donc, c'est ce que je pourrais leur dire, entre autres, de ces curiosités. La fin de la semaine dernière, le public a observé une scène déplorable quand même qui se rapproche d'une cacophonie entre le maire de la ville de Yaoundé et le sous-préfet de Yaoundé 2e concernant la construction d'un hangar commercial du côté du marché Mokolo. Vous avez certainement suivi le maire également qui s'exprimait sur cette question-là. Beaucoup de personnes s'interrogent. Qu'est-ce qui peut expliquer ces tensions, ces différends de plus en plus récurrents entre ces autorités-là? Lorsqu'il y a un maire quelque part,
parfois, celui qui constitue un caillou dans sa chaussure, c'est le sous-préfet, pour la plupart du temps. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, selon vous? C'est une situation qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Et une situation qui devrait d'ailleurs être inscrite à la priorité de la Troisième République. Ça veut dire à l'ère post-Paul Biya, le troisième président devrait beaucoup plus s'appesantir sur les modalités pratiques de la décentralisation qui a été présentée comme étant une solution facilitatrice à la gouvernance locale depuis 30 ans aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 1996. Quand vous regardez la cohabitation entre les communautés urbaines ou alors les super mairies, comme on les appelle actuellement, c'est une cohabitation difficile avec les autres institutions qui rentrent dans la veine de la décentralisation, que ce soit dans son implémentation, que ce soit dans son application. Si vous regardez déjà les super mairies ou les communautés urbaines, si vous regardez l'architecture institutionnelle, disposent en leur hauteur. Vous avez le ministère de la décentralisation. Vous avez le ministère du développement urbain et de l'humanisme. Quand vous descendez en dessous, vous avez le conseil régional qui intervient également dans la veine de la décentralisation. Là, vous trouvez la super mairie ou la communauté urbaine. En dessous, vous avez les mairies d'arrondissement. Vous regardez donc en ce moment-là, le super maire ou la super mairie ou la communauté urbaine se retrouve pris en tenaille pour que la visibilité de ses compétences soit exprimée de manière exceptionnelle, se retrouve pris en tenaille entre injonctions qui viendraient de la tutelle. Il y a au moins 3 tutelles, parce que je vous ai dit qu'il y a le ministère de la décentralisation, il y a le ministère de l'urbanisme, il y a même le conseil régional qui vient s'intrucher là au milieu, vous voyez, et en dessous, il y a les pressions des mairies d'arrondissement qui sont directement rattachées à la super mairie du ressort géographique. Ça fait donc que de temps en temps, des conflits d'intérêts qui peuvent être motivés par des positionnements ou bien des visibilités politiques peuvent éclore. C'est ce que nous avons vécu au niveau de Yaoundé ces derniers temps. Vous avez vu à la veille de l'arrivée du pape, nous avons constaté ce bras de fer très médiatisé entre le super maire de Yaoundé, Luc Messi, et la ministre du développement urbain et de l'habitat sur une portion, l'aménagement de la voie publique, l'aménagement de la voirie municipale au niveau de Yaoundé. On s'est interrogé. On a même vu jusqu'à quel niveau ce bras de fer est allé. Madame le ministre qui est allée dans l'enseigne de la communauté urbaine fait des dégâts, on a vu. Alors récemment encore, nous voyons le sous-préfet de Yaoundé 2 qui intervient dans une compétence, je ne sais plus laquelle, puisqu'on va lire tout à l'heure quelles sont les compétences exclusives dans le domaine qui reviennent à la super mairie. Alors donc, il faut comprendre que il y a des rapports de force sur le terrain, mais ces rapports de force doivent être encadrés, doivent trouver leur fondement juridique. Quand nous lisons, c'est important que les téléspectateurs le sachent. Tout à fait. Il y a la loi de 2019/024 du 24 décembre 2019 qui régit, n'est-ce pas, les collectivités territoriales décentralisées. Quand vous partez sur l'article 241, l'article 241 est très important parce que l'article 241 énumère les compétences exclusives reconnues de droit par la super mairie ou bien par la communauté urbaine. Pour le cas de Bokolodon, il est très clair. Vous voyez, la planification urbaine, les plans et schémas directeurs d'aménagement concertés, de rénovation urbaine et de remembrement sont de la compétence exclusive de la communauté urbaine ou de la super mairie. Plus bas, vous lisez toujours dans cet article 241, on dit la délivrance des certificats d'urbanisme, des autorisations de lotir, des permis d'implanter, des permis de construire ou de démolir relève de la compétence exclusive du super maire. Ça veut dire que le sous-préfet a empiété. Ça veut dire que le sous-préfet qui relève de la préfectorale, le sous-préfet relève de la préfectorale, n'a pas le droit de citer. Là, il faut implémenter un bâtiment. Tout à fait. C'est une compétence exclusive du super maire. En se référant à l'article 241 du Code
de la décentralisation de 2019 qui est en vigueur. Donc, vous voyez que il y a lieu d'outiller la préfectorale à la lumière de ce code pour qu'elle comprenne quelles sont ses limites. Mais est-ce qu'elle ne comprend, elle ne sait pas, est-ce que la préfectorale n'est pas au courant de tout cela? Est-ce que c'est pas fait exprès de pouvoir empiéter dans les compétences de la mairie? Parce que on parle aujourd'hui de la décentralisation, mais on constate à travers justement ce genre de différends que la décentralisation n'est pas encore effective véritablement. Justement, l'implémentation de la décentralisation sur le plan matériel. Parce que la décentralisation sur le plan juridique est claire. Il y a tout un code. Alors, la décentralisation a un problème sur l'implémentation matérielle. Et justement, les limites ou alors les défaillances sur l'implémentation matérielle occasionnent ces abus d'autorité, ces conflits d'intérêts qui ne sont pas fondés. À la lumière de ce qui s'est passé à Mokolo, il n'y a pas un débat. La préfectorale n'a pas ce pouvoir-là. C'est le super maire qui donne le permis de bâtir, le permis d'implémenter. C'est une compétence, je dis bien, exclusive. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a donc urgence de pouvoir permettre à ce que le chantier de la décentralisation, qui est entamé depuis 30 ans aujourd'hui, puisse avoir une implémentation effective pour éviter les zones d'ombre, pour éviter, n'est-ce pas, ces abus, pour éviter ces empiétements dans des compétences qui ne sont pas soit celles de la préfectorale, soit celles du ministre de l'urbanisme, soit celles du conseil régional, soit celles même du ministre de la décentralisation. Il faut comprendre que les collectivités territoriales décentralisées de base, qui sont les acteurs clés de la mise en place de la décentralisation, sont d'abord les mairies, ensuite les super-mairies. Les super-mairies jouissant de ce qu'on appelle l'intercommunalité. Parce que pour qu'il y ait une super-mairie, il faut qu'il y ait au moins 2 mairies d'arrondissement. Et là, c'est l'intercommunalité, l'interterritorialité. C'est une compétence exclusive. C'est-à-dire, en fait, une instance qui soit au-delà des mairies d'arrondissement. Et c'est pour cela que, pour qu'il y ait une bonne cohabitation entre les mairies d'arrondissement et la super-mairie, il y a ce qu'on appelle le conseil de communauté. Le conseil de communauté n'est composé essentiellement que des mairies, des maires d'arrondissement qui relèvent du ressort de la super-mairie. C'est pour que les actions d'aménagement, par exemple, soient concertées entre les mairies d'arrondissement et monsieur le super-maire, qui est un exécutif. Vous voyez? Alors, je dis, il est nécessaire que l'implémentation de la décentralisation, qui dure depuis 30 ans aujourd'hui, puisse avoir un coup d'accélération. Mais pourquoi c'est pas accéléré? Pourquoi l'État ne facilite pas cette implémentation? Est-ce que c'est pas une volonté politique qui est faite juste pour maintenir ces différentes institutions, ou alors ces différentes unités qui participent à la décentralisation comme elles sont là aujourd'hui? Justement, puisqu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que autant de compétences ont été transférées aux collectivités territoriales décentralisées, mais alors ces compétences ne trouvent pas les moyens d'accompagnement nécessaires. Ça veut dire la dotation financière conséquente à hauteur de 15%. Les collectivités territoriales décentralisées attendent encore jusqu'aujourd'hui. On est à peine à 5% ou à 7%. Alors que toutes les compétences ont déjà été transférées. Ça veut dire qu'il y a un problème de non-volonté politique à rendre effective la mise sur pied de la décentralisation. Ce qui veut faire comprendre qu'il faudrait que la Troisième République, parce que c'est une énergie qui doit revenir à l'ère post-Biya, ça veut dire à la Troisième République, le troisième président devrait avoir pour urgence, pour priorité, de rendre effective l'implémentation dans le vécu de la décentralisation au sein par le biais des collectivités territoriales décentralisées, que ce soit les super-mairies, que ce soit les mairies d'arrondissement, qui sont les acteurs clés, les acteurs de terrain. Et c'est même aussi l'occasion de se poser la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que la volonté politique est allée dans une sorte de surcharge institutionnelle dans la veine de la décentralisation? Parce que regardez autant d'institutions. On peut se poser la question aujourd'hui, quel est le bien fondé du ministère du développement urbain de la décentralisation, alors qu'il existe les compétences allant dans ce sens qui relèvent exclusivement de la super-mairie ou de la communauté urbaine. On peut se poser la question de savoir aujourd'hui quelle est l'importance du ministère de la décentralisation, alors que les acteurs de la décentralisation sont déjà en même, au regard de la maturité du projet, de mener à bien
l'implémentation de la décentralisation. Donc, il est aujourd'hui nécessaire, puisque nous décrions la taille du gouvernement, un gouvernement obèse. Nous décrions les moyens énormes sur les moyens de fonctionnement au niveau de l'appareil gouvernemental. Il est tout à fait normal et nécessaire, je dis ce sont les chantiers de la Troisième République, d'émonder, donc d'essayer de désengorger la structure institutionnelle qui relève de la décentralisation. Il y a des ministères qui doivent sauter en d'autres termes, il faut les émonder, il faut les découvrir, il faut absolument les démembrer pour que les acteurs clés prennent la chose en main en toute responsabilité. Et n'oubliez pas que le super-maire au même titre est élu. Oui. Hein? Le maire d'arrondissement est élu. Ils doivent rendre compte directement à leurs élus. Ils ne doivent pas rendre compte à la tutelle. Passons par de la décentralisation. Tout à fait. Et entre-temps, dans la décentralisation, il y a le gouverneur qui représente l'État. Et on a encore tous ces ministères qui viennent encombrer les procédures et qui viennent empiéter sur le territoire du super-maire ou sur le territoire du maire d'arrondissement, ainsi de suite. Donc, il faut démembrer, il faut émonder, il faut limiter l'impact, il faut limiter le nombre d'institutions qui rentrent dans le cadre de ce vaste chantier important qu'on appelle décentralisation pour éviter justement les accointances, les conflits d'intérêts, les positionnements, des visibilités politiques qui n'ont rien à voir avec ce que l'élu, l'électeur attend en dessous. Voilà. Merci infiniment pour cette précision. On va parler d'un phénomène qui a pignon sur rue depuis un certain nombre de temps. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on parle justement des obscénités qui sont observées tous les jours sur ces réseaux sociaux, à la portée des enfants, à la portée des jeunes filles. La semaine dernière encore, il y a des images issues d'un débat sexuel où on aperçoit une jeune demoiselle aux côtés de quelques hommes, des personnes plus adultes, des vieillards même on va le dire. C'est vrai qu'on ne voit pas les visages, mais ça suscite beaucoup de polémiques depuis un certain temps. Madame le ministre des Affaires sociales d'ailleurs, elle a fait une sortie justement pour sensibiliser la jeune fille concernant certaines formes de dépravation. Vous, en tant que père, en tant qu'éducateur, en tant qu'homme politique, quand vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui sur la toile, c'est vrai qu'on indexe certaines jeunes filles qui se font appeler les influenceuses, qui aujourd'hui exposent parfois leur nudité pour attirer, je sais pas trop, l'attention. Vous, quel commentaire, quelle analyse faites-vous justement de la situation que nous vivons aujourd'hui avec ces réseaux sociaux au Cameroun? Oui, il faut comprendre que le problème est fondamental. C'est un problème qui a un fort ancrage psychologique et même anthropologique. Il faut faire une analyse approfondie sur l'anthropologie et sur la sociologie, une analyse qui doit avoir pignon sur rue sur les relations qu'entretiennent le genre masculin et le genre féminin. Dans cette salle, il y a deux jeunes femmes. Si je dirais le faux, elles pourront me contredire à la suite de cette émission parce que la relation entre le genre masculin et le genre féminin nous renvoie à une sorte de bataille. Il y a une bataille fondamentale. Comment est-ce que la femme ou la jeune femme perçoit l'homme dans le cadre des relations sexuelles par exemple, puisque de ça qu'il est question. C'est un véritable pugilat. Donc une bataille où les coups sont violents. Les coups féminins sont aussi violents que les coups. Pourquoi ça devrait être violent? C'est ça, c'est pour ça que nous devons entrer en profondeur. Vous voyez que la femme perçoit dans sa relation avec l'homme, elle perçoit qu'elle est du sexe faible. C'est une innéité. Donc c'est logé dans le logiciel naturel de la femme. Elle perçoit l'homme comme le sexe fort. Elle se perçoit comme le sexe faible. Alors, elle a besoin de compensations dans sa relation avec un homme. Des compensations et des récompenses. Je vais la revenir parce que là, nous sommes dans un système bien précis qu'on appelle la phénostère.
La phénostère. La phénostère relève de deux éléments importants. Le premier élément, c'est justement les violences en couple. Mais le deuxième élément, c'est celui qui nous intéresse justement. C'est l'élément qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la manosphère, ça vient de l'homme, et la womanosphère. C'est des termes qu'il faut bien retenir. La manosphère et la womanosphère. La womanosphère ou la fémosphère, qui ont été développés par le docteur Gilliquet. Docteur Gilliquet, elle est spécialiste en ces phénomènes-là. Donc, la womanosphère voudrait quoi? Voudrait que la femme qui perçoit l'homme comme étant un être fort, le sexe fort, la femme puisse trouver les moyens de compensation, d'égalité de perception. Et là, donc, elle surfe sur les relations sexuelles avec l'homme, qui deviennent donc non pas des relations de plaisir, non pas des relations de romantisme, mais des relations de matérialisme. Donc, il y a une certaine compensation ou récompense. Elle est en quête d'une certaine compensation d'égalité financière, c'est ça? Bien entendu. Mais est-ce que là, vous ne choisirez un peu la femme? Non, je ne la choisis pas. Je dis que c'est psychologique. La femme elle pose une question. Comment est-ce que, dans ma relation avec un homme, l'homme qui est fort, l'homme qui est le sexe fort, comment est-ce que je peux avoir des compensations? D'abord, des compensations de perception. Elle n'est outillée en ce moment-là que de son appât. L'appât, ce n'est pas le romantisme en ce moment-là. Ce n'est pas le feeling. L'appât en ce moment-là, c'est la récompense qu'elle peut avoir dans ce qu'elle perçoit comme étant un don. Parce qu'elle se perçoit comme étant un don, mais pas un don gratuit. Il faut que ce don soit compensé. C'est pour cela que la jeune femme, en quête d'un meilleur homme, se prépositionne non pas comme une partenaire. Elle se prépositionne comme une personne qui est en quête justement d'une récompense de ce qu'elle pense être. Mais là, c'est grave, c'est ce que vous dites là. C'est pas grave. C'est des réalités, c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui. Comment vous trouvez que une jeune fille, elle sort avec un homme, on vous brandit 2 millions, 3 millions, et puis l'autre homme dit, bon, comme tu as donné 2 millions, moi je vais donner 4 millions. Vous comprenez qu'il y a un fondamental. Elle utilise dans son corps comme un objet justement, commercial, non plus, c'est ça? Elle utilise justement son corps en ce moment-là, non pas comme un élément de complémentarité avec l'homme, mais comme un élément de compensation de la défaillance dont elle est convaincue d'avoir vis-à-vis de l'homme. C'est à ce niveau que se trouvait le jeu. Ça veut dire qu'en fait, la femme ne perçoit plus l'homme en ce moment-là comme, ne présente pas un cœur rose laineux, un cœur rose à la surface fine, mais c'est un cœur rose qui est hameçonné. Hameçonné. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que quand je vous ai parlé de la féminosphère, c'est très important, c'est tout un courant qui est justement alimenté par les réseaux sociaux, qui se sont conçus comme un ferment de ce modèle, où les femmes cherchent des compensations, elles veulent égaliser l'homme. Mais pour égaliser l'homme, il faut la pâter. Et ça, c'est au plus offrant. C'est inné dans leur logiciel. Ça veut dire que on va beau dire que la jeune fille, elle court, elle vend son corps. Non, elle ne vend pas forcément pour avoir de l'argent. Elle vend parce qu'elle est dans un désir, dans un objectif d'égalité avec un homme. Mais celles qui sont présentées aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont pignon sur rue, vous le savez certainement, on voit des jeunes filles qui font des petites activités, mais on les voit en train de voyager dans les classes business de part et d'autre, aller dans le tour du monde. Et ça fait rêver d'autres jeunes filles au quartier qui n'ont rien, qui ont de la peine à gagner de l'argent. Elles se disent, peut-être en faisant cette activité qu'elle fait, je peux me retrouver là. On parle des influenceuses. Mais qu'est-ce qu'on met d'influenceuses? On a eu des informations venant d'autres influenceuses qui nous font savoir effectivement que, au-delà de l'activité qui est présentée en bande de vision, il y a autre chose, c'est-à-dire c'est la prostitution. Bien entendu, parce que dans influenceurs, c'est pas des influenceurs d'idéologie. On peut aussi être influenceuse d'idéologie. Là, c'est positif, ça peut impacter la société. C'est pas influenceuse d'une activité rentable, une activité moralement rentable, légalement rentable. C'est l'influenceuse à travers un cœur hameçonné, un cœur qui demande des récompenses et de la compensation. C'est pour cela que, à côté de cette analyse, il faut regarder autre chose, c'est-à-dire la culture du gain facile. Il y a la culture du gain facile
en lieu et place de la culture d'effort. Puisque la jeune femme trouve la facilité d'avoir de l'argent, en appâtant son cœur à meçonner, au lieu peut-être de mener des activités qui peuvent non seulement rendre confortable sa statue ou sa posture de jeune fille, mais elle préfère se livrer à cette facilité où l'argent, parce que l'argent du sexe, hein, c'est du cash work. Ça, vous le savez, c'est du cash work. C'est du cash work, c'est du mieux payé. C'est un peu ça, c'est-à-dire c'est au plus offrant. C'est ce qui se passe. Disons les choses telles qu'elles sont. Nous sommes des éducateurs, nous avons des enfants. Faut bien comprendre, faut dire des choses telles qu'elles sont. C'est du cash work, c'est au plus offrant. Donc, vous voyez que elle congédie la culture de l'effort pour faire la promotion de la culture de la facilité à travers des cœurs hameçonnés. Je reviens sur le cœur hameçonné. C'est pas pour rien. Elle sait qu'il y a une conséquence, il y a un impact positif. Non seulement elle veut rehausser son égalité avec l'homme puisqu'elle peut piocher dans la poche de l'homme en présentant un amour qui est illusoire, mais pas piocher. C'est pour ça que je parlais d'un cœur hameçonné et pas piocher. Et c'est que c'est une compense et une récompense en même temps qui peut lui permettre d'avoir une même perception, d'avoir une perception égalitaire avec l'homme qu'elle pense être dominant. Mais il y a le côté occulte également qui constitue le retour, parce que certains ont souvent tendance à oublier ce côté-là. Ça traduit plutôt, alors ça relève beaucoup plus justement des pratiques occultes. Lorsqu'on voit certaines jeunes filles, il y a une autre image toute cette semaine-ci qui circulait sur les réseaux sociaux, une jeune demoiselle également qui était pratiquement nue. Elle avait juste un drap autour justement du corps, où elle laissait entendre qu'elle a le serpent dans le corps. Donc voilà autant de choses. Est-ce que c'est pas ce côté occulte également qui devrait davantage faire peur aux jeunes qui se lancent vers cette voie-là? Dans la notion de la fémosphère, justement, l'homme est perçu par une femme comme étant un investissement risqué. Dans la fémosphère, la jeune femme perçoit l'homme comme étant un investissement risqué, mais nécessaire. Et c'est ça justement le risque. Le risque de se retrouver dans cette quête de gain facile avec des hommes qui, au-delà des désirs sexuels et des fantasmes sexuels démesurés et insatiables, vont leur demander des services qui s'apparentent avec le cultisme, qui s'apparentent avec le mysticisme. C'est ça le risque de cet investissement-là. Et c'est pour cela que ces filles sont justement dotées des réflexes de défensive. À la défensive, déjà, elles vivent en connectivité. Elles vivent en connectivité. Au cas où il y a une intervention. Et c'est pour cela que elles archivent très souvent tout ce qu'elles font. Subtilement, elles archivent. Non seulement pour faire la promotion, mais également au cas où il y a eu peut-être quelque chose de louche, ça peut lui servir d'un appui. Donc c'est un risque dont elles sont conscientes. Et l'un de ces risques, justement, ce sont ces pratiques peu orthodoxes. Le sperme est monté, le serpent est descendu, ainsi de suite, dans ces ébats sexuels d'une autre dimension. Et par là même également passe la drogue, ainsi de suite. Tout ce qui est, c'est un même registre. C'est par là que passe aussi la drogue, c'est par là que passe les stupéfiants. C'est tout un registre. C'est une phénosphère. Je veux dire qu'il y a tellement d'éléments à l'intérieur. Et à travers justement ce genre de pratique, on peut déjà avoir une image de ce qu'est devenu notre société aujourd'hui, vers qui donc se tourner. Si on s'en tient juste au communiqué de Madame le ministre des Affaires sociales, c'est tellement léger, d'après certaines observations. Est-ce que ce genre de communiqué peut véritablement sensibiliser la jeune fille? Est-ce qu'il n'y a pas autre mesure? Est-ce que l'autorité n'a pas démissionné à ce niveau-là? Parce que lorsqu'on parle des personnes concernées, même dans ce genre de débat, ce sont des personnes haut placées, ce sont des personnes qui financièrement sont assez nantis. Parfois, ce sont des autorités même, c'est-à-dire qui figurent parmi les gens qui doivent prendre des lois pour mettre un terme à ce genre de choses. Finalement, on est perdu. Que doit-on faire pour en sortir? Je crois que la première responsabilité relève de la responsabilité familiale. Vous comprenez? Bien sûr, les parents, on va leur donner toutes les responsabilités. Il faut se comprendre que c'est cela. Les parents doivent faire autant que mieux, autant que possible, d'apporter une éducation claire envers la jeune fille et aussi même envers le jeune garçon. Parce que n'oublions pas que en face de la fémosphère, il y a la manosphère, c'est-à-dire il y a les femmes cougars.
Hein, les femmes qui sont nanties, qui ont déjà les 50 ans, 60 ans, qui sont bien nanties, qui tournent autour des jeunes garçons de 15 ans, 18 ans, carrément pour les mêmes besoins. Mais on n'en parle pas beaucoup. Elles sont là. Donc, l'éducation familiale est déjà un élément de base important pour essayer d'encadrer l'enfant en lui présentant les conséquences de ces pratiques, des conséquences de ce pugilat relationnel, les conséquences qui sont très visibles. Mais alors, la question aussi est de savoir, est-ce que l'éducation familiale est une garantie? Non, puisque les réseaux sociaux influencent fondamentalement les cercles d'éducation, que ce soit au niveau de l'éducation familiale, que ce soit au niveau de l'éducation scolaire, que ce soit au niveau de l'éducation parascolaire, que ce soit même au niveau de l'éducation de l'instruction publique. Ça veut dire l'autorité publique. Les différents ministères qui concourent à l'encadrement de la femme, l'encadrement de la famille, tous ces cercles des milieux d'éducation sont débordés par la pression qu'exercent les réseaux sociaux, qui se prépositionnent aujourd'hui comme étant un ferment, donc un multiplicateur et un élément de connexion ou alors de partage des informations et des expériences de toutes ces pratiques aujourd'hui que la société sur le plan moral et légal peut rejeter confortablement. Donc, la responsabilité, elle est partagée. La famille doit faire son travail, l'école doit faire son travail, le milieu scolaire doit faire son travail, l'autorité publique doit faire son travail, mais même le milieu religieux et traditionnel, ça j'allais oublier, le milieu religieux doit faire son travail. C'est pour cela que moi, il y a mon épouse là qui est as là-dessus, c'est-à-dire elle fait les efforts toujours d'amener les enfants au culte. Parce que l'éducation de Dieu est une éducation qui influence. Quand l'enfant a encore une conscience réduite, l'éducation de Dieu est importante. Ma femme, elle fait ce travail, toutes les femmes doivent faire ce travail, parce que nous, les hommes, très souvent, on peut être distants le dimanche ou le samedi ou le vendredi, amener les enfants à l'église, amener-les au culte, on va leur dire des choses qui peuvent retenir certaines velléités et certaines dérives, certaines déviances. Il y a aussi quand même, il faut le dire, les médias qui doivent jouer un rôle très important. Vous savez, à l'époque, paix à son âme, le feu Mendoza avait toute une émission qu'on appelait Déviance à la CRTV. C'était une émission qui avait une portée positive dans le logiciel des enfants, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, les médias doivent également être un relais. Donc, c'est toute la société qui a une responsabilité. Mais alors, nous disons que il y a les réseaux sociaux qui sont illimités, puisque étant dans ce studio, on peut se retrouver à Washington, à Saint-Pétersbourg, on peut se retrouver à Séoul, on peut se retrouver à Durban, instantanément. Tout à fait. Il y a tout un podcast qu'on appelle Female Dating Strategy. Female Dating Strategy, qui est tout un podcast qui rentre dans le cadre de l'éducation de la féminosphère. Et or, la féminosphère n'éduque que ce qu'on avait dit là tout à l'heure, c'est-à-dire il faut appâter les hommes, il faut savoir compenser la jeune femme par le désir, par les relations sexuelles. C'est des réseaux comme cela dans les réseaux sociaux qui alimentent et qui fermentent la chose, malheureusement. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Peut-être un dernier mot, on va sortir. Oui, je crois que le dernier mot pourra englober tout ce dont on a parlé. Je vous ai parlé des priorités de la Troisième République. La Troisième République a beaucoup de priorités qui, d'ailleurs, rentrent dans le cadre de la dernière thématique, c'est-à-dire l'encadrement de nos familles. La Troisième République devait avoir une priorité sur l'implémentation de la décentralisation qui prend un coup depuis un certain temps. Et puis, les conflits d'intérêts dans la veine de la décentralisation doivent toujours avoir pour référence le code de décentralisation qui est en vigueur. Le super maire de Yaoundé, Émile Messi, que je salue en passant, est malheureusement pris en tenaille dans ces différents empiétements depuis un certain temps. J'espère qu'il va s'en sortir. Et la Troisième République, toujours pour la décentralisation, devrait se soucier d'apporter la dotation suffisante pour que ce projet soit implémenté. Je salue au passage le maire d'Ayos. Vous voyez le travail que le maire d'Ayos fait. La ville d'Ayos est une ville qui sort de l'ombre. On voit comment est-ce que le maire d'Ayos est en train d'aménager cette ville avec le peu de moyens, mais il faut doter davantage les collectivités territoriales décentralisées des moyens conséquents au transfert de compétences dont ils sont aujourd'hui en charge. Et au niveau justement de la politique, au niveau de mon parti politique, au niveau du MRC, nous souhaitons
la conformité des tests, nous souhaitons la conformité avec la législation pour une participation sereine aux prochaines élections. Il faut déjà le dire, elles sont en vue. Vous voyez comment en face le RDPC se prépare. Vous avez vu la dernière réunion stratégique qu'ils ont tenue au Palais des Congrès il y a quelques jours. Ça veut dire que les élections sont pointées, sont en vue. Nous ne voulons pas subir le rejet des investitures. Nous voulons participer avec notre formation politique qu'on ne peut pas abandonner parce que le MRC, c'est l'objet de plusieurs sacrifices, c'est l'objet de plusieurs engagements. Ça ne doit pas être l'objet des fantaisies ou des petites querelles. C'est tout ce que nous demandons à la justice et c'est tout ce que nous demandons à nos amis, puis à nos amis politiques, aux sympathisants de comprendre que on ne veut pas du mal à quelqu'un. On voudrait que le parti soit conforme pour nous éviter les dégâts qu'on va regretter pendant 5 ans, puisque monsieur le maire, c'est 5 ans, le conseil municipal, c'est 5 ans, le député, c'est 5 ans, pour qu'on se retrouve peut-être en 2032, en attendant toujours. Donc, c'est ce que je peux dire comme élément de sortie. Merci infiniment, monsieur Willy Mingue, d'avoir accepté de répondre aux questions d'Eco 237. On vous souhaite de passer une très bonne journée. Quant à vous, mesdames, messieurs, merci d'avoir prêté une oreille attentive à cet échange dans le cadre de l'émission Parole d'Homme, diffusée sur Eco 237. Nous avons réalisé cette émission à partir de Yaoundé. Nous nous trouvons depuis quelques jours. Merci de continuer à liker, à commenter, à partager nos publications. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Eco 237, la chaîne de valeur. À très bientôt. C'est reparti pour une nouvelle aventure scolaire au complexe scolaire bilingue de Saint-Flaubert. Offrez à votre enfant le meilleur départ vers l'excellence dans un établissement où la discipline, le travail et la réussite sont au cœur de chaque apprentissage. De la crèche à la terminale, en section francophone et anglophone, le complexe scolaire bilingue de Saint-Flaubert accompagne chaque apprenant dans un environnement sain, sécurisé et propice à son épanouissement. Grande innovation cette année, dès la maternelle, notre système de bilinguisme intégral 50-50 permet aux enfants d'apprendre naturellement en français et en anglais pour devenir de véritables citoyens bilingues de demain. Et ce n'est pas tout. Les tenues scolaires sont offertes gratuitement aux élèves de la maternelle et du primaire. Année après année, notre établissement enregistre 100% de réussite aux examens officiels, preuve de la qualité de notre enseignement, du professionnalisme de notre équipe pédagogique et de notre engagement envers la réussite de chaque élève. Au complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert, vous bénéficiez d'un enseignement bilingue de qualité, d'enseignants qualifiés et expérimentés, d'un encadrement pédagogique rigoureux, d'un suivi personnalisé, ainsi que de récompenses et distinctions pour les élèves méritants. Complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Nous formons aujourd'hui les leaders de demain. Les inscriptions sont déjà ouvertes, de la crèche à la terminale. Retrouvez-nous à Noumayos, entre Ngoumou, derrière la grande fabrique de parpaings. Complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Discipline, travail, excellence. Votre réussite est notre priorité. Imaginez un lieu au confort, gastronomie, divertissement et convivialité se rencontrent. Un seul endroit qui répond à toutes vos envies. Bienvenue au complexe culturel Bon Cœur. Idéalement situé au rond-point Loncac, en plein cœur de Yaoundé. Le Bon Cœur vous ouvre les portes d'un univers d'exception. Savourez les délices de notre restaurant, snack bar et espace grillade. Vibrez chaque week-end dans notre cabaret VIP avec des artistes invités et une ambiance musicale assurée par l'un des orchestres les plus réputés de la capitale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, une conférence ou un événement professionnel. Notre salle de fête modulable est conçue pour accueillir tous vos projets. Profitez également de notre supermarché pour vos achats du quotidien et prolongez votre séjour dans le confort des hôtels Le Bon Cœur, situé à Bataloncac et à Olymbe-Tradex. Complexe culturel Le Bon Cœur, plus qu'un lieu, une expérience unique à vivre. Le Bon Cœur, le cœur de vos plus beaux moments à Yaoundé, avec le soutien d'Eco 237, partenaire média. Camerounais de Chicago, êtes-vous prêts? L'événement le plus attendu de la communauté bamileke arrive enfin dans votre ville. Du 4 au 6 septembre 2026, Chicago vibrera au rythme de la All Bamileke Convention 2026, la plus grande célébration des peuples bamileke du monde. Pendant 3 jours exceptionnels, plongez au cœur des richesses culturelles des Grassfields à travers des expositions culturelles et artisanales, une grande soirée culturelle haute en couleurs, des visites touristiques en bus et en bateau,
des symposiums et rencontres d'affaires, des animations, spectacles et bien d'autres surprises. Plus de 3000 participants venus des 4 coins du monde sont attendus pour célébrer ensemble notre héritage, notre identité et notre fierté. Nous aurons l'immense honneur d'accueillir les gardiens de la tradition Bamileke, ainsi que des élites, dignitaires et personnalités camerounaises venues du Cameroun et de la diaspora. Artistes invités, Didier Raben, Kares Fotso, Kissila Kay. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre des moments inoubliables, de renforcer les liens de notre communauté et de célébrer la grandeur du peuple Bamileke. Réservez votre place dès maintenant, pendant qu'il est encore temps. All Bamileke Convention, Chicago 2026, du 4 au 6 septembre 2026. Un événement organisé par Illinois Bamileke Association. All Bamileke Convention 2026. One People, One Destiny. Avec le soutien d'Eco 237, média partenaire.